On y va. Bonjour à tous. Un grand merci tout d'abord d'assister à ce webinaire. La Chambre des notaires organise régulièrement des formations à destination des notaires et de leurs collaborateurs. Et dans le cadre du plan de formation, il est proposé la présentation que nous allons donc vous faire aujourd'hui. La question du choix de la fiscalité de la société civile étant récurrente et nos clients nous interrogeant régulièrement sur ce point. Donc, je vais présenter ce webinaire avec Aurélien Roll d'Unofi et nous allons dérouler la formation en 3 points. Donc, tout d'abord, nous verrons les grands principes applicables que vous connaissez déjà en partie, je pense. Ensuite, nous vous donnerons des exemples chiffrés précis illustrant les différentes hypothèses. Et enfin, nous rappellerons l'importance de tenir une comptabilité et un secrétariat juridique dans le cadre des sociétés civiles. Je précise que vous pouvez poser des questions via le chat et si possible, les poser plutôt à la fin, afin qu'on puisse y répondre plutôt à la fin de la présentation. Donc, avant de commencer, je laisse Aurélien se présenter et vous présenter également Unofi. Oui, c'est ça. Merci Marie. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas me présenter parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Hein. Je vais surtout vous présenter le département conseil à l'entrepreneur de l'Unofi. Je vais essayer de... voilà. J'espère que vous voyez bien. Tu veux que je fasse? J'arrive à réduire. À agrandir plutôt. Oui, à agrandir. Voilà. Vous connaissez certainement l'Unofi de par notre cœur de métier, la gestion de patrimoine pour vos clients, particuliers avec les solutions financières adaptées à leur situation. Mais on a aussi à l'Unofi un département dédié à vos clients chefs d'entreprise, donc pour vous accompagner à conseiller ces clients qui ont leur particularité. C'est du conseil, hein, donc on est rémunéré par des honoraires, je vous en parlerai juste après. Notre objectif, nos domaines d'intervention, c'est ceux que vous voyez à l'écran. Je vais vous les présenter rapidement. Il y a tout d'abord l'évaluation des titres de société qu'on fait soit dans des dossiers globaux, soit ponctuellement, notamment pour des divorces. Quand forcément l'une des deux parties ne veut pas entendre parler de la valeur donnée par l'expert comptable, on peut arriver et donner une valeur objective de la société. Donc ça, c'est une petite parenthèse, parce qu'en général, il y a un expert comptable et on demande la valeur à l'expert comptable. Voilà. Sinon, le gros de notre activité, c'est la transmission des PME dans le cadre familial. Donc avec tout ce qui est pacte du trade, donation partage, création d'une société holding de reprise, cession éventuellement si les parents veulent dégager un capital. Donc on utilise tous ces outils pour ce type de dossier. On fait également de l'optimisation avant cession. Donc là, quand vous avez un client qui souhaite céder son entreprise, quand il n'y a pas de repreneur au sein du groupe familial, donc on va regarder quelle est sa fiscalité, quelle est sa plus-value de cession, est-ce qu'il peut bénéficier d'un régime de faveur, et puis est-ce qu'on peut pas faire encore mieux, par exemple en faisant des donations avant cession, donations en pleine propriété avec réserve d'usufruit, apport éventuellement à une société holding avant la cession. Voilà, c'est le genre d'outils qu'on utilise, qu'on propose aux clients pour atteindre ses objectifs en fonction de sa situation. On fait également des dossiers de prévoyance. Donc là, quand il n'y a pas de transmission d'entreprise sur des clients un petit peu plus jeunes qui se posent la question, j'ai un ou plusieurs associés, qu'est-ce qui se passe s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous? Alors quand je dis s'il arrive quelque chose, hein, c'est un décès ou une incapacité. Donc là, on va proposer à votre client plutôt des mandats, des pactes d'associés, des aménagements statutaires, pacte du trade aussi, éventuellement des assurances décès, assurances en clé, voilà. Le genre d'outils qu'on utilise. Et puis, on fait aussi ce pourquoi on est là aujourd'hui, tout ce qui est immobilier d'entreprise. Donc, quand vos clients, chefs d'entreprise, souhaitent acquérir leurs biens professionnels, voire optimiser leur détention, hein, quand ils détiennent leur immobilier depuis un moment, on peut peut-être faire mieux que, par exemple, de rester à l'impôt sur le revenu. Donc, on peut leur proposer différentes simulations pour qu'ils se positionnent sur le schéma qui leur convient le mieux.
En termes de méthodologie, c'est très simple, hein. L'idée, c'est qu'on est, on est comme un collaborateur à temps partagé, hein. On est votre collaborateur spécialisé sur le domaine. Donc, on rencontre votre client ensemble à l'étude. On fait un tour d'horizon de sa situation. Notre particularité par rapport aux autres conseils que peut avoir le client, c'est qu'ensemble, on va faire un tour d'horizon complet de sa situation. On va pas uniquement regarder ce pourquoi il est venu, à savoir la transmission de l'entreprise. On va faire un point sur sa situation familiale, personnelle, sur son patrimoine personnel, sur ses revenus. Et puis, on va le faire parler sur éventuellement d'autres objectifs qu'il pourrait avoir, comme je pense à la protection du conjoint, à obtenir des revenus complémentaires, transmettre aux enfants, etc. Pour nous, c'est vraiment une approche indispensable. On voit avec lui des pistes de solutions par rapport à la situation qu'il nous a exposée et ce qu'il voulait faire. Et puis, on lui dit, bah, écoutez, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on valide ces pistes de solutions au travers d'une consultation, qu'on les chiffre, qu'on vous dise, voilà, solution A, coût de mise en place, les économies que ça peut vous faire en matière d'impôt de plus-value, de droits de succession. Toutes ces simulations-là, on peut vous les faire au travers d'une consultation et au préalable, on va vous adresser une lettre de mission qu'on lui présente au cours d'un second rendez-vous. La lettre de mission, je rédige un projet, je vous le soumets pour validation, on en discute et on la présente à votre client. Une fois que votre client nous dit « Ok, on y va comme ça », on rédige la consultation, je vous la présente, on en discute ensemble et on la présente à votre client. Et ensuite, une fois que votre client a choisi ce qu'il souhaitait mettre en place, on se fixe un calendrier des opérations, on se concerte avec ses autres conseils, l'expert comptable ou l'avocat, et puis derrière, vous pouvez mettre en place, et c'est l'objectif, vos actes en toute sécurité, parce que ça aura été validé juridiquement et fiscalement en amont. Voilà, grosso modo, notre méthode d'intervention à vos côtés. Donc voilà, l'Unofi, on travaille que pour vous et vos clients. Donc c'est un outil à votre disposition. Je ne peux pas vous dire mieux que de nous contacter si vous avez besoin. On est à votre disposition. Voilà. D'être accompagné. Exactement. Très bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser Marie commencer. Voilà, donc on va commencer par les principes applicables que nous illustrerons ensuite par des exemples. Donc on va faire un rapide rappel sur tout ce qui est civil en termes de société civile immobilière. Donc ça, je vais passer quand même assez rapidement puisque c'est pas le cœur de l'intervention. Donc les avantages de la SCI et l'importance d'une rédaction soignée des statuts. Donc, comme vous le savez, la société civile va permettre d'éviter l'indivision et l'application surtout des règles impératives du Code civil en la matière pour acquérir et gérer des biens immobiliers. Elle peut également faciliter la transmission, surtout tout en permettant aux donateurs de conserver une maîtrise forte de la gestion de ces biens. Et elle va également pouvoir être utilisée pour gérer les biens d'un mineur ou d'un majeur protégé et encadrer les choses de manière différente et plus optimale. Alors, la société civile n'est pas une solution miracle, donc vraiment la première chose, c'est de voir qu'elle n'est pas forcément adaptée à toutes les situations. Nos clients nous sollicitent souvent pour en constituer parce qu'ils ont lu des choses sur Internet ou dans des revues. Il faut une bonne analyse du dossier en amont pour la mettre en place et pour s'assurer qu'elle correspond bien aux objectifs du client. Une fois que la société civile est décidée, on va s'attacher à la rédaction des statuts. Donc là, dans la rédaction des statuts, il y a plusieurs questions, plusieurs points sur lesquels il faut s'attarder. Ça va tout d'abord être le montant du capital. Donc là, capital faible ou capital fort. On part souvent de façon assez systématique sur un capital faible. Alors attention, parce que la mise en place d'un capital élevé va notamment permettre d'éviter la création de comptes courants d'associés, notamment dans le cas où en fait il y a des associés qui ont du cash et que la société ne fait pas de prêt pour acquérir le bien. Et se pose également éventuellement la question d'un capital variable si on pense qu'il va y avoir des changements réguliers d'associés. Autre point, la question de la gérance. Donc ça, c'est un point important puisque la société civile est obligatoirement dirigée par un gérant. Donc il faut se poser la question de savoir si on met plusieurs gérants en place pour éviter des formalités ou même des difficultés en cas de décès.
Et il faut également bien voir la question des pouvoirs du gérant et que ce soit en adéquation avec l'objet social. Et dernier point que les notaires connaissent bien, les clauses relatives aux mutations, à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc ça doit bien être validé avec les clients en amont. Dans le cadre d'une société civile, le Code civil laisse beaucoup de souplesse à la rédaction de ces clauses. Donc on peut avoir des sociétés civiles extrêmement verrouillées où l'unanimité est nécessaire aussi bien en mutation à titre onéreux qu'en mutation à titre gratuit pour tous les associés, comme on peut prévoir une transmission ou une cession libre entre associés ou au profit des enfants des associés, au profit des descendants. Donc ça, c'est un point vraiment à bien valider avec les clients qui sont très attachés en général quand ils créent une société civile à pouvoir organiser ces choses. Et un dernier point auquel également il faut être vigilant, on crée souvent des sociétés civiles dans un but de transmission et donc il faut savoir qu'on peut également bien aménager les pouvoirs de l'usufruitier et du non-propriétaire puisqu'on peut en fait donner quasiment tout pouvoir à l'usufruitier pour gérer la société civile, alors avec des mesures bien sûr et des limites. Et donc ça peut être un point qui permet en fait à l'usufruitier de départ de garder vraiment la main sur la gestion du bien, beaucoup plus que dans le cadre d'un démembrement classique quand on est en direct. Voilà. Donc après ce rapide rappel civil, venons-en au cœur de la présentation, à savoir la fiscalité. Alors, l'un des avantages de la société civile va être de pouvoir choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc, par principe, la société civile va être soumise à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est le principe. C'est une société de personnes translucide, c'est-à-dire que les revenus que la société civile va avoir vont être directement répartis entre les associés à proportion de leurs droits financiers et vont être directement intégrés à leur déclaration de revenus et seront taxés aux revenus fonciers s'il s'agit d'associés personnes physiques. S'il s'agit d'associés personnes morales, soumises à l'IS, de la même façon, si par exemple on a une société IS qui est associée à hauteur de 50% d'une société à l'IR, on aura 50% des revenus de la société à l'IR qui sera répercuté en fait dans les revenus de la société IS et qui sera ensuite soumise à l'IS. Voilà, jusqu'à là, je pense que je vous apprends pas grand-chose, vous connaissez tout cela. Alors, la société va pouvoir être soumise à l'IS, donc là je parle bien de la société de base, pas du régime fiscal des associés, dans deux cas. Le premier cas, c'est si les associés optent pour l'IS. Alors, on a précisé dans le slide que l'option était irrévocable, mais ça a changé depuis le 1er janvier 2019. L'option n'est plus irrévocable, c'est-à-dire que la société peut opter pour l'IS, soit dans les statuts, soit par la suite. Et avant 2019, une fois qu'on avait opté pour l'IS, c'était irrévocable, mais désormais, depuis 2019, cette option n'est plus irrévocable et la renonciation pour cette option pour l'IS peut être faite dans les 5 ans qui suivent l'option. Voilà. Par contre, passé ce délai, on ne peut plus revenir en arrière et on est obligatoirement soumis à l'impôt sur les sociétés. On ne peut plus revenir à l'impôt sur le revenu. Un autre point auquel on est pas mal confronté avec des questions de clients, c'est la question de la location meublée. Alors, d'un point de vue fiscal, quand une société civile se livre à des activités commerciales, elle perd sa transparence fiscale et il y a un assujettissement automatique à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses bénéfices. Ça, c'est le principe. Or, selon l'article 206.2 du Code général des impôts, le fait de faire de la location meublée constitue une activité commerciale et par suite, la pratique habituelle de la location meublée fait que la SCI se rend commerciale et est assujettie à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses bénéfices. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Il y a néanmoins
deux bémols à cette règle fiscale. Le premier bémol, c'est que lorsque le montant hors taxe des recettes de nature commerciale de la SCI, donc le montant hors taxe des recettes de la location meublée, dans notre cas, n'excède pas 10% du montant de ces recettes totales hors taxe, c'est-à-dire si on reste dans une limite de 10%, la SCI va rester redevable de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la SCI reste redevable de l'impôt sur le revenu et donc soumise à l'impôt sur le revenu si le caractère habituel de la location meublée n'est pas caractérisé. C'est-à-dire que si on a une location meublée de courte durée et qui ne se renouvelle pas sur plusieurs années, il y a une sorte de tolérance de l'administration fiscale qui fait que la société reste soumise à l'impôt sur le revenu et ne perd pas sa transparence fiscale et n'est donc pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc attention, si on veut donner un exemple, Ouais. La résidence secondaire qui est mise en SCI, transparente fiscalement, et qui est louée la moitié des vacances tous les ans, l'été, Ça passe pas. quand vous y êtes pas, oui, ça passe pas. Ouais. D'accord. Loué meublé, du coup la SCI dégénère et passe à l'IS. Et quand le bien est revendu, quid des plus-values, on verra l'exemple chiffré tout à l'heure, mais ça peut être la catastrophe. Donc attention. Alors maintenant, nous allons vous projeter un tableau. Oui, pour ça, non, j'avais su d'après. Ok. Voilà. Un tableau donc, que vous pouvez conserver, qui a été fait par Maître Krumenacker, qui est notaire à Metz et qui est très féru et très pointu en la matière, que vous pouvez en effet conserver et qui récapitule toutes les différences entre société IR et société IS d'un point de vue fiscal. Alors, on pourrait en parler des heures, je pense, mais on va se limiter à une présentation plus ou moins rapide. Alors, on peut déjà voir donc la différence de l'imposition du revenu imposable dans une société à l'IR et dans une société à l'IS, d'accord? Donc, comme on l'a vu, dans une société à l'IR, le résultat imposable, en fait, va être calculé au niveau de la société et ensuite va être remis dans la déclaration de revenus des associés. Donc, pour déterminer le résultat imposable au niveau de la société, c'est relativement simple, puisqu'en fait, c'est la même règle que les revenus fonciers qui s'appliquent aux personnes physiques. C'est-à-dire qu'on prend les recettes, on déduit les dépenses. Voilà. Fiscalement, on ne peut pas déduire d'amortissement, à l'exception des régimes classiques, on va dire, qui sont déjà déductibles de la même façon pour les personnes physiques. Donc, je m'explique. Les règles de détermination du résultat imposable sont exactement les mêmes que les règles applicables aux personnes physiques et on ne peut pas déduire fiscalement des amortissements comme on peut le faire dans la société civile soumise à l'IS, où là, en fait, on applique les règles de l'impôt sur les sociétés et pour déterminer le résultat fiscal, on peut amortir, c'est-à-dire déduire tous les ans une certaine valeur du bien. Alors, je passe assez vite parce que Aurélien va revenir sur ce point qu'on maîtrise moins en tant que notaire. En tout état de cause, comme on va le voir un petit peu plus loin, la déduction des amortissements dans la société civile à l'impôt sur les sociétés va permettre en fait de diminuer le résultat imposable et donc, en l'occurrence et en conséquence, l'imposition. Ensuite, au niveau de l'imposition, donc dans une société civile soumise à l'IR, tous les revenus vont être taxés. Dans la déclaration de revenus des associés, comme je l'ai dit, au taux marginal de l'impôt sur le revenu, avec les prélèvements sociaux à 17,2%, que les associés perçoivent ou non ces revenus. C'est-à-dire que c'est la grande différence avec l'impôt sur les sociétés, que la société distribue ou non les revenus. L'associé est taxé sur les revenus dont il a droit dans la société, par exemple 50% des revenus. Dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, on va déterminer, comme on l'a vu tout à l'heure,
le résultat. Ce résultat va être taxé à l'impôt sur les sociétés à 15% dans la limite de 42 500 € et à 25% au-delà. On s'arrête là s'il n'y a pas de distribution au profit des associés. Par contre, s'il y a une distribution de dividendes, ce seront les associés qui auront à payer un prélèvement forfaitaire à 30%. Voilà. Si l'associé reçoit des dividendes. Concernant l'imputation des déficits en société civile à l'IR, c'est exactement la même chose que pour les particuliers, le revenu foncier. Donc une imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an et sur le revenu foncier pendant 10 ans. Dans les sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés, on n'a pas de limitation de durée et on n'a pas de limitation de montant. Voilà. Concernant les cessions d'immeubles, de la même façon, on maîtrise bien société civile à l'impôt sur le revenu. C'est exactement la même chose que pour les particuliers. Donc, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, hein, ce sont les mêmes articles du Code général des impôts. Donc, le prix de cession moins le prix d'acquisition, on peut majorer des frais d'acquisition et des travaux avec un forfait ou réel. Et ensuite, on a l'imposition avec les abattements pour durée de détention, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Une exonération au bout de 30 ans. Voilà. Concernant les sociétés IS, et c'est là qu'on arrive à l'éventuel problème que peut poser la société soumise à l'IS pour l'acquisition des revenus, pour l'acquisition d'un bien, pardon. En cas de cession d'un bien par une société civile soumise à l'IS, pour calculer l'impôt sur la plus-value, on va prendre le prix de cession, duquel on va déduire en fait la valeur nette comptable du bien. Qu'est-ce que c'est la valeur nette comptable du bien? C'est le prix d'acquisition du bien, déduction faite des amortissements qu'on a pu pratiquer. Donc là encore, tu vas y revenir, Aurélien, pour mieux vous expliquer avec un exemple chiffré. Et la différence que l'on va trouver va être taxée à l'impôt sur les sociétés. Donc je prends un exemple rapide, que tu vas développer. Si vous avez un bien que vous avez acquis à 1 million d'euros et que vous revendez 2 millions d'euros. Donc notre prix de cession, c'est 2 millions d'euros. Le bien a été acquis à 1 million d'euros. On va dire que dans ce million d'euros, on a valorisé le terrain à 200 000 € et les constructions à 800 000 € et que ces constructions ont été amorties sur 30 ans. Le terrain, lui, n'est pas amortissable. Les constructions ont été amorties totalement. Donc, notre prix d'acquisition de 800 000 €, hein, dont on utilise pour calculer l'impôt sur la plus-value, on va en déduire le total des amortissements. Donc, 800 000 moins 800 000, on a 0. Donc, notre prix de cession de 2 millions d'euros, si on déduit la valeur nette comptable, la seule chose qu'on peut déduire, c'est le prix d'acquisition du terrain. C'est un résumé, hein. Donc, on arrive à 2 millions moins 200 000, 1,8 million, et donc votre plus-value, elle est taxée à l'IS sur 1,8 million. Voilà. Donc là, c'est une imposition importante. Concernant les cessions de parts, dans les sociétés civiles à l'impôt sur le revenu, on a des droits d'enregistrement à 5%. Pareil pour les sociétés civiles à l'IS. Et pour ce qui est des plus-values, on a le régime des plus-values des particuliers, hein, le régime des plus-values immobilières, avec l'application d'une jurisprudence qui est la jurisprudence Kemener, hein, qui est une jurisprudence issue d'un arrêt du Conseil d'État du 16 février 2000 et qui vise à corriger en fait le prix de revient des parts d'une société qui est soumise à l'impôt sur le revenu dans le but d'éviter des phénomènes de double imposition. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête si vous avez des cessions de parts de sociétés civiles à l'IR à faire. Dans une société civile soumise à l'impôt sur les sociétés, eh bien les plus-values, c'est le régime des plus-values sur valeur mobilière qui va s'appliquer. Et ensuite, nous aurons une taxation donc au prélèvement forfaitaire, hein, à 30%, sauf s'il y a une option pour l'impôt sur le revenu au barème progressif. Enfin, la comptabilité des sociétés. Alors, dans une société civile à l'impôt sur le revenu, elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Elle est obligatoire en cas d'option pour la TVA sur les loyers, en fait. C'est ça? S'il y a une option sur la TVA au loyer. Okay. Et dans les SCI à l'IS, par contre, elle est obligatoire. Donc ça rentre en compte aussi, puisque finalement, on a aussi des coûts quand il y a un expert comptable. Voilà.
Alors, on a fait un petit résumé que je vais reprendre rapidement parce que par rapport à tout ce qu'on a exposé, ça reprend les choses. Hein. Donc, société civile soumise à l'IR, bon, c'est souvent moins favorable que la SCI à l'IS pendant le financement et au cours du remboursement de l'emprunt, puisque d'une part, tout est imposé et qu'on ne peut pas amortir. Et par contre, c'est souvent favorable lors de la cession, puisqu'on a la plus-value des particuliers qui est applicable avec une exonération totale après 30 ans et tous les abattements. La société à l'IS, elle va bien sûr être favorable pendant tout le remboursement du prêt, puisqu'on va pouvoir déduire les amortissements, ce qui va réduire en fait l'assiette taxable. On a un IS à 15% puis 25%. Donc, si on est dans la tranche maximale d'impôt sur le revenu, bien, on est plus de moitié moins d'imposition. Et par contre, au moment de la cession, clairement, hein, la société à l'IS, hein, comme vous le savez, est en général beaucoup plus défavorable, notamment si la personne vend et se reverse ensuite le prix de vente, puisque là, entre l'imposition à l'impôt sur les sociétés sur la plus-value calculée avec en déduisant la valeur nette comptable, première imposition, donc forte comme vous l'avez vu, hein, c'est mon exemple d'1 800 000 € taxé à 25%, un petit peu plus haut. Et ensuite, donc vous payez ça, et ensuite, si l'associé veut récupérer les fonds, on a des dividendes qui vont être taxés à 30%. En gros, on est 50% du prix de cession qui part. On va le voir. Voilà. Donc, je laisse Aurélien illustrer tout cela par des exemples chiffrés. Alors, merci Marie. Du coup, on va passer aux exemples. On en a choisi deux avec Marie. Deux exemples assez différents parce que chaque cas est unique, hein, donc on a essayé d'illustrer au mieux. Un premier exemple avec un bien qui va avoir une forte rentabilité. Donc, on est parti sur 12% de rentabilité et par contre, une faible revalorisation. Même pas du tout. Dans notre exemple, on a essayé d'être un petit peu caricatural pour bien illustrer les différences. C'est typiquement un entrepôt en bardage dans une zone d'activité, quoi. Le client s'en sert, il fixe un loyer assez confortable, mais bon, à la revente, s'il en tire la même chose que ce qu'il a acheté, c'est bien. Et puis après, on verra à l'inverse, un même bien, enfin pour une même valeur, qui lui, par contre, a un gros potentiel de revalorisation, mais avec une rentabilité beaucoup plus faible. Typiquement, un immeuble parisien, quoi. Voilà, donc commençons par le premier. Donc on va partir sur un exemple où le bien vaut 500 000 €, avec la distinction, comme le disait Marie, de la valeur du terrain, 100 000 € et des constructions pour 400 000 €. On est parti sur une hypothèse d'amortissement de 20 ans, donc on est entre 20 et 30 ans. Hein. Ça, c'est un choix qui se fait. Donc sur 20 ans, ça fait 20 000 € de dotation aux amortissements tous les ans, pendant 20 ans. Ça, c'est une charge qui va être déductible des revenus de la SCI à l'IS. Revalorisation annuelle du bien, vous le voyez, donc 0%. Et les loyers, donc à 12%, ça va générer 60 000 € de loyer annuel. On a pris par hypothèse une taxe foncière à 2 000 €, des charges d'entretien de 2 000 € également par an, et une revalorisation de ses loyers et de ses charges d'1% environ par an. Donc notre client, il achète 500 000 €, il va financer les frais d'acquisition aussi, qu'on estime à 600 000 €, et ça, il prend un emprunt de 60 000, pardon. Ouais, j'ai dit quoi? 600. 600, pardon. On n'en est pas là. Non, pas encore. Il emprunte donc 560 sur 15 ans au taux de 1,5. Alors le taux, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus, mais ça va pas changer notre raisonnement du tout. Ce qui va lui faire des annuités d'environ 42 000 € par an. C'est ce que vous voyez dans le tableau. Alors, commençons par le schéma classique. Il achète donc soit en direct, soit via une SCI transparente fiscalement. Donc la première année, il va encaisser 60 000 € de loyer, il va payer la taxe foncière, l'entretien, donc 4 000 € au global. Il va pouvoir déduire ses intérêts d'emprunt. Donc il va dégager un résultat foncier de 47 600 €. Ça, c'est son résultat. Maintenant,
il faut qu'on regarde la trésorerie. En termes de trésorerie, quel va être l'impact de cet investissement pour lui? Il encaisse 60 000 € de loyer, il décaisse 4 000 € de charges, il décaisse les annuités d'emprunt, 42 000 € et là-dessus, il va payer son impôt sur le revenu lié au revenu foncier. Donc, on a pris une tranche marginale à 30%. On n'a pas forcé le trait. On aurait pu aller jusqu'à 45% si le client a des revenus par ailleurs importants. Et puis, les prélèvements sociaux de 17,2. Donc, en fait, en termes de trésorerie, on voit qu'on est négatif. Donc, il doit faire un effort d'épargne de 8 400 € dès la première année. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, le client qui fait un investissement de 60 000 € et puis qui a 42 000 € d'annuité d'emprunt, il pourrait se dire ça va s'autofinancer. Ben non, quand on intègre les conséquences de l'impôt sur le revenu, ben on voit qu'il doit faire un effort d'épargne. Et ça tous les ans. Donc pendant toute la durée de l'emprunt, et vous voyez pendant les 15 ans, si on se place à la fin de l'emprunt en 2037, il aura fait au total un effort d'épargne de 105 000 €. Ça fait grosso modo 7 000 € par an, en moyenne. Et après, à partir de 2038, l'emprunt s'arrête. Et donc là, il récupère de l'argent, il est positif. Donc là, 35 000 € de revenus à peu près net par an, net d'impôt. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, en 2042, bah là, il repasse positif, il s'est enrichi de 76 000 € en termes de flux. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Donc ça, c'est à l'impôt sur le revenu. Maintenant, s'il se pose la question, bah, on va lui faire cette même simulation en lui disant, bah, écoutez, achetez ce local via une SCI à l'IS. Regardez les conséquences. En termes de résultats, on va commencer par déterminer le résultat de la société. Donc, c'est la même chose. On a 60 000 € de loyer encaissé, 4 000 de charges. Et là, vous voyez, par contre, c'est la différence avec l'impôt sur le revenu, c'est qu'on a notre dotation aux amortissements, qui est une charge complètement fictive, mais qui vient déduire, diminuer notre résultat fiscal. Et puis, à l'IS, on peut déduire tout ce qui est frais d'acquisition. Frais d'acquisition, les droits d'enregistrement, les émoluments, les frais d'agence, etc. Donc 60 000 € de charges. On déduit aussi les intérêts d'emprunt, pareil, que les intérêts d'emprunt, pas le capital. Et donc là, la première année, on a un résultat ultra déficitaire à moins 32 400 €. Donc bien sûr, pas d'IS, un résultat de moins 32 400. Qu'est-ce que ça donne en termes de trésorerie cette fois-ci? Notre SCI encaisse donc les loyers pour 60 000 €, paye les charges, les annuités d'emprunt. Et là, effectivement, on est positif. 14 000 € de trésorerie dans la SCI. Alors, par contre, comme on est déficitaire, on n'a pas le droit de distribuer. Et puis, la société vient d'être créée, donc elle n'a pas de réserve, donc on ne peut pas distribuer ces 14 000. Donc, ces 14 000 € restent en trésorerie sur le compte de la SCI. En année 2, on prend les mêmes, on recommence, les mêmes loyers qui sont encaissés, les charges. On déduit toujours notre amortissement et nos intérêts d'emprunt. On a un résultat de 28 664 € avant l'IS. On va pouvoir imputer le déficit qu'on a constaté la première année, les moins 32 400. On va se servir d'une partie de ce déficit pour gommer complètement le résultat de l'année 2. Marie nous l'a dit tout à l'heure, le déficit dans une société à l'IS est indéfiniment reportable en avant. Donc, on a un résultat fiscal de 0, on ne paye pas d'IS. Donc, notre résultat net d'IS, il est de 28 664 €. Il nous reste encore un déficit à reporter de 3 736 €. En termes de trésorerie, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose. On a encore 14 000 € de trésorerie positive. Là aussi, comme notre société a encore des déficits à reporter, on ne peut pas distribuer et on va avoir 28 000 € à la fin de l'année 2 sur le compte de la SCI. C'est à partir de l'année 3, vous voyez que là, on va avoir un résultat avant IS de 29 740 €. On n'a plus que 3 736 € de déficit à imputer. Donc là, on va commencer à payer un petit peu d'IS. Comme on est en dessous de 42 500 €, on est qu'au taux de 15%, donc on paye 3 900 € d'IS. Enfin, quand je dis on, c'est la SCI qui est redevable de son propre impôt. C'est pas les associés, c'est la SCI.
on a un résultat de 25 840 et un résultat distribuable de 22 103. Donc là, on prend la trésorerie, on a nos loyers encaissés, nos charges payées, les annuités d'emprunt, notre IS, cette fois-ci, puisqu'en année 3, la SCI commence à payer l'IS, et on a une trésorerie nette, du coup, de 11 256 €. Ça s'ajoute à ce qu'on avait accumulé au cours des 2 premières années, aux 28 000 €, donc on a 39 000 € de trésorerie. On distribue ce qu'on a le droit de distribuer comptablement, donc là, on ne peut pas tout distribuer, on est limité à 22 103 €. Donc, nos associés prennent ces dividendes, payent la flat tax à 30%, et donc ils ont, net après impôt, 15 472 € d'encaissés. Et puis, on fait ça tous les ans. Et en 2037, à la fin de l'emprunt, en fait, ils auront récupéré déjà, en termes de flux net d'impôt, 139 000 € sur les 15 premières années. Ensuite, il n'y a plus d'emprunt, donc ils vont pouvoir distribuer un peu plus. Donc là, on passe à 40 000 € net de flat tax, net d'impôt sur le revenu, 40 000 € à peu près par an. Et donc, au bout de 20 ans, ils ont gagné 344 000 € net d'impôt. Versus 76. Versus 76. Donc, si on s'arrêtait là, bon, il n'y a pas photo, hein. Toutes les SCI seraient à l'IS. Maintenant, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, il faut regarder ce qui se passe en cas de revente du bien. Donc, on va simuler la revente du bien au bout des 20 ans. Revente du bien au bout de 20 ans, on est dans notre premier exemple, vous vous souvenez, où le bien ne se revalorise pas. Il a une forte rentabilité, mais un potentiel de revalorisation nul. Donc, on revend 500 000 € 20 ans plus tard. Cas extrême. Donc là, on voit qu'à l'IR, on n'a pas de plus-value. Si on intègre même le forfait de 7,5% pour les frais d'acquisition et le forfait travaux de 15%, on fait même une moins-value de 112 500 €. Donc, pas d'impôt sur le revenu pour les associés qui peuvent encaisser le prix de vente, 500 000 € net. Par contre, à l'IS, on a un prix de vente de 500 000 €. On l'a vu tout à l'heure, on regarde la valeur nette comptable. Et c'est la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable qui constitue la plus-value. On avait décidé d'amortir sur 20 ans les constructions, donc les constructions sont totalement amorties. On n'a plus que la valeur du terrain de 100 000 €. Donc on a 400 000 € de plus-value. Là, on paye de l'IS 100 000 €. Enfin, quand je dis encore une fois, c'est la SCI paye son IS, ce qui lui fait un résultat net de 300 000 €. Et par contre, une trésorerie donc de 400 000 €, qui est le prix de vente de l'immeuble, moins l'impôt sur les sociétés qu'elle a payé, les 100 000. On avait un report à nouveau distribuable, c'est ce qu'on a vu sur le tableau précédent, de 159 000 €. Donc, plus les 300 000 € de résultats liés à la cession, on peut bien distribuer nos 400 000 € de trésorerie. Et donc là, si nos associés prennent les 400 000 € en dividende, ils payent la flat tax à 120 000 €, il leur reste 280 000 € net. Donc, on parlait de 50%, on n'en est pas loin, des 50% d'impôt. On vend 500, il nous reste dans la poche 280. Donc, si on fait la synthèse des deux, de ce que ça génère en cours de vie et lors de la vente, c'est ce que vous voyez dans le tableau en bas de la page. Sur 20 ans, la SCI à l'IR, en cours de vie, nos associés ont gagné, entre guillemets, que 76 000 €. Et c'est pas 76 000 € gagnés progressivement d'année en année. C'est un effort d'épargne pendant 15 ans. Et à partir de la 16e année, on commence à être positif. Par contre, lors de la vente, 500 000 € encaissés. Donc, ça fait un enrichissement global avec cet investissement sur 20 ans de 576 000 €. À l'IS, par contre, en cours de vie, là, les associés ont gagné 344 000. Ils ne touchent que 280 lors de la vente, mais au global, ils sont enrichis de 624 000 €. Donc là, le match est plutôt en faveur de la SCI à l'IS. Et ça, c'est sans prendre en compte l'actualisation des flux, qui a quand même son importance, parce que à l'IR, on a un gros effort d'épargne pendant 15 ans et on commence à toucher, au bout de 15 ans et surtout la 20e année lors de la vente. Et on sait bien que 100 000 € aujourd'hui, ça vaut plus que 100 000 € dans 20 ans. Donc si on actualisait tous ces flux,
la différence serait plus importante et encore plus en faveur de la SCI et l'IS dans cette hypothèse. Maintenant, on prend le même exemple, mais on considère que le bien a au contraire une faible rentabilité, on va être sur 5% de rentabilité, mais un potentiel de plus-value important et il va se revaloriser par hypothèse de 3% tous les ans sur 20 ans. Donc on prend les mêmes paramètres, sauf que là, on voit bien qu'on a un loyer donc, à 5% qui n'est plus que de 25 000 euros. On a les mêmes charges, taxes foncières et entretien annuel. Donc là, déjà, intuitivement, notre emprunt nous coûte en annuité 42 000 euros par an. On encaisse 25 000 euros de loyer. Donc, dans les deux cas de figure, on va avoir un effort d'épargne. Ça ne s'autofinance pas du tout. Okay, donc ça, le client en a bien conscience dès le départ. Donc, si on prend notre SCI à l'IR, on encaisse 25 000 euros. On détermine notre résultat foncier comme tout à l'heure. Et en termes de trésorerie, donc on a 25 000 euros de loyer, nos annuités d'emprunt, notre impôt sur le revenu, et ça fait un effort d'épargne de 26 916 euros la première année. Et à peu près pareil la deuxième année. Donc c'est 26 000 et 28 000 euros d'effort d'épargne tous les ans à l'impôt sur le revenu. Au global, sur les 15 premières années, c'est un effort d'épargne de 413 000 euros. À partir de la 16e année, on est bénéficiaire et donc on encaisse là 13 353 euros net après impôt sur le revenu. Au global, sur les 20 ans, on est à un effort d'épargne de 345 000 euros à l'impôt sur le revenu. Ce qu'on cherche là dans notre hypothèse, si on est à l'impôt sur le revenu, c'est d'aller chercher l'exonération de plus-value au terme. On est d'accord. À l'IS, qu'est-ce que ça donne? On prend la même chose que tout à l'heure avec un loyer de 25 000 euros. Donc, on peut aussi déduire nos amortissements sur 20 ans, nos frais d'acquisition. Et là, on voit qu'on est déficitaire la première année de 67 000 euros, 67 400 euros. Donc, on va avoir un déficit à reporter de 67 400 euros. Donc là, vous voyez, on payera là sur les 20 ans jamais d'IS parce que ce déficit, on va s'en servir tous les ans dès qu'on va devenir positif, c'est-à-dire à partir de 2035. Là, on commence à dégager du résultat, 1830, mais c'est absorbé par notre déficit antérieur. Là, on a en 2035, vous voyez, on a 94 000 euros de déficit. On va pouvoir imputer sur les années à venir. Donc là, il n'y a pas d'IS dans notre cas de figure. Alors, il n'y a pas d'IS, mais il y a un effort d'épargne à réaliser par nos associés. Et là, quand on est à l'impôt sur les sociétés, on vient alimenter le compte courant d'associés de la société. Donc, on prête de l'argent, les associés prêtent de l'argent à la SCI pour qu'elle fasse face au remboursement de l'emprunt et aux charges. Et donc, on voit qu'au bout de 20 ans, on a un compte courant d'associés de 167 000 euros. C'est l'effort d'épargne que les associés ont dû faire pendant les 20 premières années. Là où c'est intéressant, c'est au moment de la revente. Donc, au moment de la revente, notre immeuble, il s'est revalorisé de 3% par an. Il est revendu 900 000 euros. Donc, ma SCI revend son immeuble 900 000 euros. Elle l'a acheté 500 000 euros. Bon, je vous passe les détails, vous connaissez ça mieux que moi, l'impôt de plus-value immobilière. On a un impôt de plus-value, prélèvements sociaux inclus, de 42 000 euros. Donc, ça fait 857 000 euros net après impôt pour les associés. Il est quasiment exonéré. Par contre, à l'IS, on vend 900 000, on a une valeur nette comptable de 100 000, plus-value 800 000. Donc là, on paye de l'IS à 25%, on a 200 000 euros d'IS. Le résultat net de la SCI est donc de 600 000 euros et elle a 700 000 euros de trésorerie. Je viens de vous dire que nos associés ont alimenté leur compte courant d'associés pendant 20 ans et ils ont 167 000 euros qu'ils ont prêtés à la société. Donc, ils vont tout de suite les récupérer sur la trésorerie. Et le solde, les 532 000 euros qui restent, on va les distribuer. Flat tax, donc 159 000 euros encore d'impôt sur le revenu sur les dividendes que les associés vont percevoir.
Donc, au global, au final, ils ont 540 000 € net après impôt. Donc là, on est même, non, on a un peu moins de 50% d'impôt au global. Si on fait la synthèse des deux, là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au global, nos associés de la SCI à l'IR se sont enrichis de 512 000 €. Ils ont eu un effort d'épargne pendant 20 ans de 345 000, mais ils récupèrent 857 000 à la sortie. Et à l'IS, comme ils ne récupèrent que 540 000 à la sortie, ils s'enrichissent de 373 000 €. Donc, il y a un delta en faveur, cette fois-ci, de la SCI à l'IR de 139 250 €. Le delta, là, si on actualisait aussi, serait un petit peu moins grand, mais resterait en faveur de la SCI à l'IR. Donc, en fait, tout dépend de la situation du client. Est-ce qu'il est imposé à 30%? Qu'est-ce qu'il a d'autre comme revenu? Et qu'est-ce qu'il va avoir dans les années à venir comme autre revenu? Parce que si on avait pris 45% de tranche marginale, là, je suis pas sûr que ce soit en faveur de la SCI à l'IR. Du bien, de sa valeur locative, de son potentiel de revalorisation. Tout ça, c'est un tout. Donc voilà pour l'exemple chiffré. On a fait une petite synthèse, mais bon, on peut peut-être la passer parce qu'en effet, c'est ce que tu viens de résumer. La SCI à l'IRR, donc l'avantage, c'est l'exonération de plus-value, ou en tout cas le régime de plus-value des particuliers qui est applicable. L'inconvénient, c'est les revenus fonciers qui sont importants. Et la société IS, on va dire que c'est un peu l'inverse en fait. C'est la plus-value forte à la revente et l'imposition, enfin la plus-value, l'imposition forte à la revente. Et par contre, moins de taxation en cours de vie sociale. Et puis ensuite, voilà, on a répertorié dans quel cas opter pour l'IS. Donc alors parfois, on n'a pas vraiment le choix parce que comme on a vu les montants qui ont été dans les exemples, il n'y a pas le choix financièrement, c'est-à-dire que les associés ne sont pas en capacité de faire cet effort pendant la durée de l'emprunt. Donc à ce moment-là, on fait une société à l'IS et puis la fiscalité sera plus forte après, mais il n'y a pas vraiment de possibilité. On a vu en effet quand on achète un bien type hangar, entrepôt, on sait qu'il y aura une très faible plus-value. Et puis après, parfois, oui, les sociétés civiles à l'IS, voilà, pour organiser une gestion locative immobilière ou autre, d'ailleurs, ça peut être aussi immobilière, dans des cas quasi professionnels, quand il y a énormément de locatifs, etc. Et puis après, on peut jouer avec les comptes courants pour les remboursements. Voilà. Un dernier point sur les amortissements. Ouais, les amortissements juridiques. Ouais. Surtout pour éviter le piège qu'on retrouve assez fréquemment de la création des comptes courants d'associés, notamment quand vous faites des donations avec réserve d'usufruit de part de SCI. Typiquement, c'est le client qui vient vous voir, il achète un bien, il fait une SCI, pardon, on a un emprunt en face, et la SCI vaut le lendemain de l'acquisition du bien et de l'emprunt, le capital social, 1 000 €, parfait, on donne la nue propriété aux enfants, et puis la SCI est transmise. Oui, mais attention, potentiellement, on va avoir un compte courant d'associé qui va se créer au nom des parents, et potentiellement, on n'aura rien transmis. Donc, pour éviter cet écueil, on vous propose 2 pistes de solutions. 1, la tenue d'une comptabilité. 2, la tenue d'un secrétariat juridique avec les bonnes décisions prises en assemblée sur le sort du résultat. Alors voilà. Alors, la comptabilité dans une SCI à l'IR. On va prendre le cas classique des clients qui achètent un bien immobilier pour 600 000 € avec un emprunt de 600 000 €. Ça se décompose, terrain 120 000, construction 480 000 €. D'accord? C'est du locatif, donc ma SCI aujourd'hui, elle vaut ce qu'ils ont mis au capital social pour payer les frais, 30 500 €. À la fin de la première année, donc on a eu les revenus fonciers d'encaissés, par hypothèse là 62 400 €. On a pu déduire les charges d'intérêt d'emprunt et on a un résultat comptable de 41 000 €. Donc voilà comment se présente le bilan à la fin de la première année. On a notre résultat comptable de 41 400. On a un capital restant dû, notre emprunt qui a diminué.
558 000. Et puis, il nous reste un petit reliquat, c'est la différence entre les loyers encaissés puisqu'on a payé à la banque de 310 €. Les clients, bien souvent, se disent la société est transparente fiscalement, moi j'ai payé de l'impôt sur le revenu dessus, on fait comme si on distribuait le résultat. Si on distribue le résultat mais que la société n'est pas en capacité de payer ce dividende, eh bien ça vient alimenter un compte courant d'associé. C'est une dette de la société vis-à-vis des associés. Donc ça vient alimenter le compte courant d'associé de 41 090 €. Ça, c'est à la fin de la première année. Fin de la deuxième année, notre résultat, il est 43 462 €. Voilà, donc notre emprunt baisse. On a un petit peu plus de trésorerie sur le compte en banque. Si on distribue le résultat, eh bien notre compte courant d'associé passe à 83 000 €. Et ainsi de suite. Et au bout de la 12e année, on se rend compte de quoi? C'est que notre emprunt qui était de 600 000 €, il s'est transformé en fait en compte courant d'associé au nom des clients, usufruitiers. Donc si on doit régler la succession là, effectivement, les parts sociales, elles valent rien. Enfin, en tout cas, elles valent la différence entre la valeur du bien, mais si le bien s'est pas revalorisé, s'il vaut toujours 600 000 €, notre SCI, elle a un bien de 600 000 € et 600 000 € de dette. Donc, on a transmis à rien et on a dans la succession les 600 000 € de compte courant d'associé. Donc, c'est un peu un coup d'épée dans le dos. Pour éviter ça, 2 pistes de solution. Alors, ça, c'est ce que je viens de vous dire. On peut très bien tenir une comptabilité et amortir le bien, amortir l'immeuble. Comptablement. Comptablement. Même à l'IR, on a le droit d'amortir le bien. Sauf que c'est obligatoire à l'IS, bien sûr, et les dotations aux amortissements sont déductibles du résultat fiscal à l'IS, mais on peut aussi le faire à l'IR. Ça va venir diminuer notre résultat comptable, mais bien sûr, ce ne sera pas déductible de nos revenus fonciers. Mais ça va venir diminuer notre résultat comptable et diminuer ce qu'on doit affecter en réserve ou en dividende. Donc là, par exemple, si on amortit sur 30 ans, on va créer une dotation aux amortissements comptable de 16 000 € et notre résultat ne sera plus que de 25 400 € la première année. Donc on va alimenter notre compte courant d'associé que de 25 000 €. Et au bout de 12 ans, on a réduit notre compte courant d'associé, ne serait-ce qu'en amortissant l'immeuble. On est passé de 600 000 € à 408 000 €. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. L'effet de notre donation aura un petit peu plus de poids. Ça, c'est la première piste. Et la deuxième piste, eh bien, c'est l'intérêt du secrétariat juridique et de prendre les bonnes décisions à la fin de l'année. C'est au lieu de voter pour la distribution des résultats, on peut très bien mettre ces résultats en réserve. Et du coup, là, dans ce cas-là, on ne crée pas de compte courant d'associés. On ne crée pas de dette vis-à-vis des associés et donc pas d'actif successoral si on devait régler la succession en cours de route ou à terme. Et donc là, on a vraiment transmis la SCI en nue propriété aux enfants et à terme sans droit. Voilà. Pour finir, ouais. Tu vas ajouter un point sur... Oui, sur une chose importante justement pour rebondir sur ce que vient de dire Aurélien, c'était de bien prévoir dans les statuts ou par un PV d'AG ultérieur quel est le sort des réserves. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'on est quasiment à la fin, donc je vais passer assez rapidement. Il y a une différence d'analyse fiscale et civile de l'affectation des réserves et surtout à qui elles reviennent en fait en cas de démembrement des parts. Alors l'administration fiscale considère que de base, l'administration fiscale considérait que ça revient à l'usufruitier et donc en conséquence si les réserves sont distribuées aux nus propriétaires, il s'agit d'une donation indirecte. Il y a eu un rejet de cette position par la Cour de cassation qui considère que les bénéfices qui sont réalisés par une société n'ont d'existence juridique qu'après l'approbation des comptes. Et donc, tant que les
bénéfices ne sont pas attribués à l'usufruitier, il n'y a pas de donation. Donc, si on les place en réserve et qu'ensuite ils sont distribués aux nus propriétaires, il n'y a pas de donation indirecte. Voilà. Ça, c'est l'analyse fiscale. D'un point de vue civil, bon, il y a une divergence entre la chambre commerciale et la chambre civile. La chambre commerciale considère que il n'y a qu'un quasi-usufruit légal qui s'opère sur les réserves, ce qui n'est pas la position de la chambre civile. Donc surtout, ce qui est vraiment important, c'est de prévoir le sort des dividendes qui sont prélevés sur les réserves pour savoir voilà si ça représente un quasi-usufruit ou si ça peut revenir aux nus propriétaires sans particularité et sans problématique particulière. Exactement. Donc en plus de prévoir d'organiser les pouvoirs entre usufruitiers et nus propriétaires, il faut aussi prévoir les droits financiers de chacun. Pas du tout assez. Ouais, vraiment, c'est important. Tout à fait. Et quand il y a des grosses distributions, faire en plus une convention de quasi-usufruit, si on prend sur les réserves, bien organiser tout ça pour assurer le suivi et la sécurité juridique. Oui, ça c'est vrai que c'est important ce que tu dis. C'est que quand ça a bien été prévu dans les statuts et qu'on fait une distribution de réserve qui revient à l'usufruitier, on peut faire en effet une convention de quasi-usufruit pour pas qu'il y ait une taxation au moment du décès. Ça, je pense qu'on n'y pense pas forcément tout le temps. C'est ça. Et puis ça semble pas être concerné par la nouvelle loi de finances. Non. Et le quasi-usufruit, là, c'est vraiment, je crois que la loi de finances vise que les donations de sommes d'argent pour le quasi-usufruit qui est retoqué. Là, si c'est une distribution de réserve, a priori, le quasi-usufruit serait valable et la créance déductible au décès. Déductible aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut regarder s'il y a... Ah oui, il y a des choses sur le chat. Ah, vous êtes en train de répondre à ma question. On a bien fait d'attendre la fin. Alors déjà, je réponds à la première question que je vois qui est simple. Y a-t-il un support? Oui. Oui, il y aura un support et un replay aussi. Voilà, donc ça, pas de souci. En cas de remboursement du compte courant d'associé pendant la vie de la société, comment est-ce taxé? C'est pas taxé? C'est pas taxé. Non, c'est pas taxé. Le remboursement du compte courant d'associé n'est pas taxé. Alors à l'IR, il a déjà été taxé, puisque on est imposé sur les revenus fonciers, mais à l'IS, non, il est pas taxé. J'ai vu une question sur le compte courant d'associé. Est-ce qu'on peut le donner avec les parts? Alors nous, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop démembrer les comptes courants d'associés, du tout même. Du coup, ce qu'on préfère faire, c'est une opération préalable qui consiste à faire une augmentation de capital par incorporation du compte courant d'associé, des parents, par exemple. S'ils ont 100 000 € de compte courant d'associé, on le transforme en part sociale. Donc, ils récupèrent, on purge le compte courant d'associé, on le transforme en part sociale pour 100 000 € et on donne la nue propriété des nouvelles parts de la SCI, de manière à bien cadrer le démembrement, les prérogatives entre usufruitiers et nus propriétaires. Toutefois, juridiquement, c'est possible, parce qu'on a déjà échangé. Juridiquement, c'est possible. Moi, j'ai interrogé le Cridon. Enfin, il y avait déjà donc, juridiquement, on peut donner la nue propriété d'un compte courant d'associé. Mais alors maintenant, quid de la nouvelle loi de finances? Est-ce que c'est une somme d'argent? Bon, c'est une créance. Est-ce que ce sera déductible au moment de la succession? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a beaucoup de remerciements, donc merci à vous de votre écoute. Peut-être aller au-dessus. On va remonter. Quid du maintien du PFU dans les années à venir, en remettant dès lors potentiellement en cause? Ça c'est sûr. C'est sûr. Tout comme l'exonération de plus-value immobilière. Les deux sont... Et je crois que justement, c'est un point qui est souligné dans la présentation, on ne s'y est pas attardé, mais c'est que, c'est ce que disent souvent les notaires à leurs clients, c'est que les choix ne doivent pas être faits qu'en fonction de la fiscalité, loin de là, bien au contraire, parce qu'en effet, on n'est jamais à l'abri d'une modification fiscale qui va faire que tout ce qu'on a prévu est complètement différente. Donc, voilà.
Bonjour, votre présentation laisse croire que l'établissement de compte courant d'associés ne se fait qu'en cas de SCI à l'IS. Or, je croyais jusqu'ici que cela n'était pas du tout lié au régime fiscal. Non, 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 c'est pas du tout lié au régime fiscal. Hein. Vous avez raison. À l'IR, à l'IS, c'est pareil. Hein. En fait, le compte courant, c'est une somme que la société doit à l'associé. Donc, en fait, quel que soit le type de société, déjà dans sa forme sociale et quel que soit le régime fiscal, un compte courant d'associé existe si la société doit des sommes à l'associé, soit parce que l'associé a avancé des fonds pour la société, c'est-à-dire que l'associé a payé des sommes pour le compte de la société parce que la société n'avait pas les fonds, n'avait pas la trésorerie pour le faire, soit parce que la société aurait dû distribuer des sommes à l'associé et qu'elle n'a pas fait. On est d'accord? C'est ça. Alors, la différence, c'est qu'à l'IR, la décision que va prendre les associés de distribuer ou pas n'a pas d'incidence fiscale du tout. En tout cas sur leurs revenus, parce qu'ils ont déjà payé l'impôt sur leur revenu foncier. Donc, qu'ils mettent en réserve ou qu'ils distribuent, ça change déjà rien. Payé. Ça change rien. Alors qu'à l'IS, les clients sont conseillés, ils vont tenir une compta, il y a l'expert comptable qui sera là, et là, ils vont pas s'amuser à voter une distribution de dividendes, sachant qu'ils pourront pas avoir ces dividendes parce que la SCI a pas l'argent. Du coup, ça va alimenter leur compte courant d'associés, et ils auront le PFU et la flat tax à payer sur une somme qu'ils vont pas toucher. Donc, à l'IS, pendant la phase de remboursement, s'il n'y a pas la trésorerie, il n'y a pas de distribution. En tout cas, le comptable va pas conseiller ça. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve plus la création de ce compte courant d'associés dans les SCI à l'IR, quand les clients essayent de gérer un petit peu tout seul leur SCI, que dans une SCI à l'IS où il y a distribution quand il y a la trésorerie en face, quoi. Et qu'on a le droit comptablement de distribuer, parce qu'on a la limite aussi de notre résultat distribuable. Voilà, je crois qu'il est 13h passé, donc on va vous laisser... Enfin, tu veux continuer? Non, mais si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées sur le support, donc, que ce soit pour les SCI ou d'autres questions de plus-value, de pacte du trail. Voilà, on est vraiment à votre service. Voilà. Moi, je travaille régulièrement avec Aurélien, donc c'est une personne de confiance. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, la chambre va vous transmettre le support écrit et puis aussi le lien pour le replay dans quelques jours, une fois qu'il sera en ligne, si certains veulent reprendre la présentation ou la diffuser aux collaborateurs. Voilà, merci à tous, bon appétit, et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle formation. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir, merci.